Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous pour notre émission La pensée et les hommes. Il y a peut-être parmi vous de nombreux anciens étudiants de l'Université de Bruxelles à qui le nom de Cercle de libre examen dit quelque chose. Eh bien, le Cercle du libre examen de l'ULB fête en cette année son 70e anniversaire. 70 ans d'existence, cela nous paraît mériter au moins une émission d'évaluation du passé, mais aussi de prospective vers l'avenir. Et j'ai deux invités, deux représentants du Cercle du libre examen de l'Université de Bruxelles, en la personne de son président, M. Régis Panizzi, et en la personne du directeur des publications, M. Philippe Vienne. Alors, du point de vue de formation, je dirais que M. Panizzi est, lui, un historien et un juriste. Il fait à la fois des études de droit et d'histoire. Il est encore étudiant. M. Vienne, lui, a déjà terminé ses études et il a accompli un cycle d'études en anthropologie. Monsieur Panizzi, Monsieur le Président, ma première question sera évidemment pour vous. Est-ce que c'est difficile d'être président du Cercle du libre examen? Et au fond, quelles sont aujourd'hui les tâches de la présidence de ce cercle, je dirais, par rapport au passé? Elles sont multiples à plusieurs titres. Dans un premier temps, il faut savoir, vous l'avez fait remarquer vous-même en début d'émission, c'est un cercle qui a un long passé. 70 ans pour un cercle étudiant, c'est énorme, en sachant que de nombreux étudiants sont passés par notre cercle, sont passés par notre université. Quand vous dites de nombreux étudiants, excusez-moi de vous interrompre, de nombreux étudiants et non des moindres. Parce que j'imagine que plusieurs personnalités très connues du monde industriel, du monde politique, sont d'anciens membres et même d'anciens présidents du Cercle du Libre-Ex. Effectivement, puisque nous avons dans nos anciens présidents des noms aussi célèbres que celui de M. Lallemand, Roger Lallemand, sénateur, celui de M. Marc Uytendal, juriste bien connu. Nous avons également des noms de résistants dans nos anciens présidents, puisque ça, Philippe aura l'occasion de vous en parler probablement un peu plus tard. Nous avons des noms de personnes qui sont passées dans notre comité, comme celui de M. Burgers, qui sont des militants du libre-examen de longue date et qui sont passés par ce militantisme libre-exaministe très particulier à l'ULB. Maintenant, concernant ma tâche, je vous le dis, elle est assez lourde. Elle est assez lourde parce que je dois faire face au poids du passé, aux impératifs du présent et garantir la pérennité des combats que nous menons actuellement. Si vous me permettez une petite question, j'imagine que le Cercle du libre-examen est d'abord là pour affirmer la pérennité du message du libre-examen au sein de l'université. Tout à fait. Les choses ne vont donc pas toutes seules. Il faut, tout au cours de l'histoire de l'université, rappeler que l'université fonde son enseignement sur le principe du libre-examen. Tout à fait. Et qu'est-ce que c'est pour vous que ce principe du libre-examen? Excellente question. Je crois que c'est une question que tout étudiant de l'ULB devrait se poser. Pas spécialement. Professeur aussi, d'ailleurs. Professeur aussi, d'ailleurs. Je crois que mon poste de président m'a poussé, d'ailleurs, je crois que toutes les personnes passées au sein du comité du libre-examen se sont posées la question. Je crois que ce principe, cette méthode du libre-examen ne souffre pas de définition exhaustive. Je crois que ce serait la première des erreurs. Le libre-examen est un principe dynamique. Est un principe extrêmement dynamique et il se base sur un ensemble de préceptes, de concepts généraux communément admis dans les sociétés démocratiques. La tolérance, la démocratie, le rejet de l'argument d'autorité. Autant d'éléments qui font partie du principe du libre examen et qui génèrent, je dirais, d'autres facteurs dynamiques au sein du libre examen. Ces autres facteurs, bien quels sont-ils? Eh bien, le premier d'entre eux, c'est l'engagement. Puisque ce libre examen, sous peine de devenir un simple exercice pour des bourgeois, je dirais, à la pension, eh bien, ce principe du libre examen doit être un principe engagé. C'est un principe qui a pour vocation de se concrétiser. Et c'est là, justement, où le cercle du libre examen au sein de l'ULB joue un rôle, puisque ce cercle permet non seulement de fédérer, de regrouper des personnes, des membres de la communauté universitaire, en passant de l'étudiant vers l'assistant ou vers le professeur expérimenté, eh bien, permet de regrouper des gens autour de principes communs.
Principe commun, nous nous sommes regroupés, eh bien, que faisons-nous ensuite? Eh bien, nous nous engageons. Nous avons tout un ensemble d'éléments, tout un ensemble de grands combats que le Cercle du Libre Examen gère et mène depuis sa fondation en 1928. Et ce sont des combats qui sont des combats récurrents, récurrents pour le Cercle, récurrents également pour la laïcité. Puisque dans un premier temps, nous défendions et nous luttions contre l'antifascisme qui était présent dans les murs de notre université et en Belgique dans les années 30. Nous n'avons jamais cessé de lutter contre le fascisme, et encore maintenant, il s'agit du premier combat que nous désirions mener. Dans un deuxième temps, nous n'avons pas cessé de lutter contre l'intolérance religieuse sous toutes ses formes, en passant par les comportements excessifs de l'Église catholique romaine. Nous avons également actuellement décidé de lutter contre les formes sectaires que prennent certaines religions, et nous avons également décidé de lutter contre l'intégrisme, et au premier plan actuellement, l'intégrisme musulman, dans le cadre du dossier Algérie que nous gérons. Nous allons y revenir à tous ces thèmes d'action et de réflexion, mais j'ai envie de vous poser une question qui est la suivante. Nous savons l'université de Bruxelles, par rapport aux autres universités belges, une université engagée. Notamment, elle affirme le principe du libre examen. Est-ce que, naturellement, tous les étudiants de cette université ne sont pas conduits à adhérer à votre cercle? Et je poserai peut-être la question autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, en 1999, la plupart des étudiants de l'université souscrivent aux engagements de votre cercle et, pour parler de façon plus concrète, en font partie? Voilà, ça je crois que c'est la grande question. Bon, si la plupart des étudiants souscrivent, mon Dieu, que cela veut-il dire souscrire à un engagement comme celui du libre examen? Je le disais moi-même il y a quelques instants, le libre examen c'est d'abord un engagement de terrain. Y souscrire simplement ne sert à rien. Dès lors, effectivement, bon nombre d'étudiants à l'ULB, je crois que la quasi-totalité des étudiants ont entendu parler à un moment ou à un autre du principe du libre examen, un principe fondateur de notre université, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas, il faut passer le pas, il faut s'engager. Alors effectivement, l'ULB, le Cercle du libre examen, fait un petit peu les frais d'un phénomène de société qui est un phénomène de désengagement, je dirais, celui de la bof génération. Je crois que nous ne devons pas baisser les bras pour autant. Je crois que le rôle du Cercle du libre examen, c'est de prêcher, ça peut paraître paradoxal, mais néanmoins c'est le cas, de descendre dans les auditoires, de descendre sur l'avenue Égée et d'appeler les étudiants à l'engagement, de leur rappeler les grands principes de notre université, de leur rappeler nos combats. Et je crois que nous sommes parvenus. Nous sommes parvenus depuis quelques mois à peut-être rallumer un feu sacré, encore une fois un terme paradoxal, un feu sacré au sein du cœur de ces étudiants, membres de la communauté universitaire de l'Université libre de Bruxelles, qui, comme vous l'avez dit, n'est pas une université à part. Mais il y a combat et combat. Si vous me permettez, il me semble plus facile, plus clair pour un étudiant du LB de combattre en faveur de l'interruption volontaire de grossesse, d'être le partisan des théories du docteur Peirce, par exemple, et de soutenir dans son action, que de s'impliquer, d'intervenir dans des questions politiques. Nous le savons bien aujourd'hui, il y a un danger dans notre pays. Il y a le danger de l'extrême droite. C'est un danger très clair. Alors, pour ce qui concerne l'extrême droite, j'imagine que vous avez prévu un certain nombre de réponses, comme vos illustres prédécesseurs, vous parliez de Jean Burgers, ont combattu, ont eux-mêmes apporté des réponses. Mais sur les questions, je dirais, plus traditionnelles, ou sur les questions qui, parfois, interpellent le citoyen. Je pense à la question de la situation de la Bosnie, je pense à la question de la situation de l'Algérie aujourd'hui. Est-ce que vous avez des réponses à ces questions? Tout à fait. Nous avons décidé de commencer la gestion de ce cercle par une grande réforme. Et cette grande réforme nous a mené à diviser nos différentes activités en cellules, en groupes de réflexion. Cellule, c'est un mot qui rappelle quelque chose, oui, une connotation un peu communiste. C'est la raison pour laquelle nous avons donné à ces cellules des noms bien différents, puisque nous avons effectivement, dans un premier temps, un comité de vigilance antifasciste, qui est un comité qui n'a cessé ses activités depuis les années 30, puisque nous avons eu des hauts et des bas au niveau de ce groupe d'étudiants qui travaillent spécifiquement sur le dossier de l'extrême droite, mais nous avons d'autres cellules qui fonctionnent au sein du Cercle du libre examen, puisque nous avons une cellule Afrique qui traite cette année de 2 dossiers bien particuliers. D'une part, le dossier algérien, qui est un dossier qui nous tient particulièrement à cœur, puisque nous avons eu l'occasion de mener une mission d'observation
en Algérie même, dont nous avons ramené pas mal d'informations et que nous aimerions faire participer pas mal d'étudiants et de professeurs à cette réflexion. Donc, d'une part, le dossier algérien, d'autre part, le dossier de l'Afrique des Grands Lacs, qui est un dossier qui nous a aussi pas mal interpellés, certainement aussi au départ de questions que nous posaient des étudiants, qui arrivaient aussi avec des questions de terrain. Que faisons-nous par rapport à la problématique de l'Afrique des Grands Lacs? Je crois que ça devait être traité par le Cercle du libre-examen. Donc ça fait partie de la cellule Afrique. Ensuite, nous avons la cellule, le GREPS, qui est un groupe de réflexion sur le phénomène sectaire. Je vous en parlais il y a encore quelques instants. Il s'agit d'une cellule qui a pour but d'évaluer et d'établir des actions de prévention et de lutte contre l'implantation de sectes sur les campus universitaires et dans le monde étudiant. Il y a même des général. sectes qui s'implantent à l'ULB. Tout à fait, il y a des sectes présentes à l'ULB et qui recrutent de manière active à l'ULB. C'est ce qui nous a d'ailleurs poussé à réagir de la sorte. Nous devions, et ça fait partie aussi des grands combats traditionnels du cercle du libre-examen, lutter contre l'intolérance religieuse sous toutes ses formes. Et je crois que la forme la plus pernicieuse actuellement, c'est encore le phénomène sectaire. Dès lors, nous avons décidé de regrouper des informations, de compiler, de visiter. Et au terme de cette grande réflexion que nous avons terminée fin décembre, eh bien, nous allons bientôt lancer maintenant une grande campagne de prévention et d'action. Donc, si vous me permettez, pour faire une mini-synthèse pour l'instant, le cercle du libre-examen n'est pas seulement cantonné au vieux combat anticlérical. Votre programme ne se limite pas au abat-la-calotte traditionnel, et il vise à aller beaucoup plus loin et à interroger la réalité que nous vivons en dehors de la fameuse et traditionnelle opposition entre cléricaux et anticléricaux. Tout à fait. Et la plus belle illustration de ce que vous venez de dire, c'est encore clairement la création de la cellule bioéthique qui suit la réalité du terrain, la réalité législative en ce moment. Nous avons donc décidé de créer une cellule qui va garantir la pérennité des recherches et des combats pour les années à venir dans ce domaine. Donc nous abordons plein de sujets qui intéressent les étudiants. Alors avant de passer la parole et de poser une question à M. Vienne, qui est un peu l'historien et le responsable des publications au Cercle du libre-examen, j'ai encore une question, Monsieur le Président, à vous poser. Vous disiez, au fond, notre action va vers les étudiants, les assistants, les professeurs. Vous évoquiez vous-même la rue Paul-Léger. Est-ce que on pourrait imaginer que le Cercle du Librex est une action qui dépasse un petit peu le milieu de la communauté universitaire traditionnelle, et je dirais, que faites-vous pour vous faire connaître au-delà des avenues qui constituent le campus de la Plaine et le Solbosch? Eh bien, notre action en la matière, eh bien, elle relève d'une part des collaborations que nous menons avec des organisations qui ont un objectif, je dirais, un peu plus large, qui est celui de la ville de Bruxelles, mais également des organisations, j'ai en tête le CCLJ, le Centre communautaire laïque juif, avec lequel nous collaborons dans le cadre de la lutte contre l'extrême droite, mais nous menons également des actions au niveau communautaire, puisque le Cercle du libre-examen est membre de la Fédération du libre-examen, et que dès lors, au travers de cette fédération qui renaît un peu quelque part de ses cendres actuellement, eh bien, nous allons diffuser le message au travers d'écoles secondaires, au travers des maisons de la laïcité, et essayer de mobiliser les jeunes et les plus vieux au travers de grands combats pour des idéaux communs. Je crois que ce sera un grand challenge au second semestre, et je pense que nous pouvons le mener. Alors, cette diffusion d'idées, elle se fait par le canal de vos publications, dont vous êtes, Philippe Vienne, le directeur et l'animateur. Alors, quelles sont les diverses publications du Cercle du Librex aujourd'hui? Bien, la première et sans doute la plus importante, ce sont sans doute les cahiers du libre-examen, qui ont été fondés en 1936 par Carmen Boutte et Charles Dossogne, et qui était une publication qui offrait l'avantage, dans le domaine universitaire, de réunir des professeurs et des étudiants autour d'une réflexion commune sur des thèmes de société, des thèmes philosophiques, des thèmes de politique générale. Cette publication a conservé une grande pérennité, elle a abordé des sujets les plus divers au cours des années, des sujets de société comme la contraception. Oui, j'allais justement vous poser la question, est-ce que dans l'ensemble, on ne peut pas évoquer évidemment la totalité de la collection, mais est-ce qu'il y a dans l'ensemble de la collection des cahiers du libre-examen quelques numéros, je dirais, qui vous tiennent particulièrement à cœur? Il y a des numéros emblématiques, évidemment. Il y a un cahier sur le fascisme qui, pour moi, est une véritable pièce centrale, puisqu'il comporte des témoignages de Maurice Goldstein, qui est un ancien déporté, des contributions de Lucia de Broecker,
qui est aussi une des fondatrices du Cercle du Libre Examen, ce que l'on sait peu, et de Marcel Lippmann, enfin de différents professeurs de l'université réunis autour de l'antifascisme, à une époque où effectivement la menace d'étudiants d'extrême droite se faisait importante au sein même de l'ULB, à travers le Front de la Jeunesse et d'autres groupements d'extrême droite. À l'heure où aujourd'hui, effectivement, la menace de l'extrême droite renaît sous des formes très pernicieuses et très tentatrices comme celle de Johann de Mol, je pense qu'un nouveau cahier sur le fascisme serait nécessaire. C'est une mission d'information objective, c'est une mission de lutte contre l'ignorance qui doit passer par les cahiers du libre examen aussi, qui sont pour moi une publication unique dans le monde étudiant, par sa spécificité, étudiants et professeurs réunis autour d'un seul thème. Oui, Régis Panizzi, est-ce que vous pensez à d'autres actions d'éclat, d'autres numéros centraux dans l'histoire de votre cercle? Écoutez, c'est vrai que le cahier sur le fascisme est quelque chose qui nous a tous touchés, essentiellement et c'est de par votre action combat. présente aussi, puisque Voilà. vous avez remis à Il y a l'honneur des un relais. comité de vigilance antifasciste. Il y a des relais. Maintenant, j'ai en tête également un autre cahier qui m'a particulièrement touché, puisque c'est le cahier relatif aux religions et à la laïcité. C'est aussi un des grands thèmes du Cercle du Libre Examen cette année. Je crois que ça fait partie des grands thèmes de combat du libre examen, que nous ne pouvons pas passer à côté de ce type de thème. Et je crois qu'il ne s'agit pas là de thèmes surannés. Je crois que c'est au centre de l'actualité. Je crois que le combat, vous le disiez tout à l'heure, à bas la calotte, n'est pas un combat suranné du tout. Il est au contraire au centre de l'actualité, et c'est là justement où nous entrons peut-être en conflit avec certaines personnes, mais peu importe. Je crois que la réalité du terrain. Tout dépend aussi, vous me direz, de ce qu'on va mettre sous le nom de calotte. Hein. Tout à fait. C'est pas forcément l'Église catholique. Le terme s'est élargi. Il y a d'autres réalités extrêmement dangereuses, très tyranniques et très doctrinaires que vous combattez et qui ne sont pas le message traditionnel de l'Église. Certainement. Nous avons dépassé depuis longtemps le simple combat contre l'Église catholique romaine. Je pense que j'ai fait référence tout à l'heure au phénomène sectaire, mais également aux autres formes d'intégrisme que nous avons vécues sur le terrain, puisque l'intégrisme musulman est quelque chose d'extrêmement réel, extrêmement violent pour le moment. Nous l'avons vécu, et ça fait partie de nos grands thèmes de combat. Oui. Et comment pouvez-vous intervenir? Vous évoquez l'intégrisme religieux et en particulier l'intégrisme musulman. Comment pouvez-vous intervenir dans un pays où, aujourd'hui en Belgique, l'intégrisme musulman n'est pas aussi dangereux qu'il l'est par exemple en Algérie, pays que vous évoquiez tout à l'heure et où vous avez, je pense, tous les deux effectué une visite récente? Tout à fait. Je crois que cette lutte contre l'intégrisme, disons, se situe à deux niveaux. Dans un premier temps, nous avons effectivement réalisé cette visite en Algérie. L'aide que nous pouvons apporter au niveau des étudiants algériens, puisque c'est évidemment vers les étudiants que nous nous sommes dirigés dans un premier temps, eh bien, c'est d'abord une aide d'information. Nous devons absolument faire passer l'information. Cette information qui n'est bien souvent pas relayée par les médias européens, dans un sens comme dans l'autre. Nous prenons des informations qu'eux nous ont remises, nous allons tenter de les diffuser au travers d'une publication très prochaine, mais également nous drainons ici tout un ensemble d'informations que nous leur transmettons. Et Dieu sait si c'est extrêmement difficile de leur transmettre des informations cohérentes, vu le rideau imposé par la sécurité militaire. Donc il y a une censure qui ne permet pas à vos publications de pénétrer qui nous permet, non, aisément dans tout à fait. Donc la voie postale est tout à fait précaire. Il est inutile de se baser sur elle. La censure arrête les volumes, tout à fait. C'est ça. Donc, ou les ralentit de manière telle qu'il faut plus d'un an pour les obtenir. Donc ce n'est pas du tout intéressant, surtout lorsque nous transmettons des informations chaudes. Ça, c'est une première chose, au niveau algérien. Maintenant, au niveau de l'intégrisme musulman, ici en Belgique, dans la communauté musulmane, je crois que ça fait également partie du grand combat que nous menons au niveau de la lutte contre le fascisme. Ça fait partie d'un tout. Puisque le fascisme se nourrit des incertitudes sociales et économiques, puisque le fascisme se nourrit justement de cette forme d'intégrisme musulman brandissant la menace de l'intégrisme, eh bien justement, notre premier devoir, c'est de garantir la rencontre entre ces communautés culturelles, de garantir la rencontre entre des groupes qui ne se connaissent pas à la base et qui ne demandent qu'une chose, c'est à se rencontrer et à se comprendre mutuellement. Nous sommes riches de nos différences et c'est ça l'intérêt. Le Cercle du Libre Examen organise d'ailleurs en février de cette année
une journée multiculturelle sur l'avenue Égée, qui est organisée par la cellule, qui est le comité de vigilance antifasciste du libre examen, où nous allons avoir tout un ensemble de cultures qui auront l'occasion de se rencontrer d'une part, mais également de se faire connaître vis-à-vis de l'étudiant, du simple étudiant de l'ULB qui a envie de savoir plus. Je crois que c'est une mission pédagogique, une mission de connaissance que nous avons ici en Belgique. En Algérie, c'est une mission de terrain, une mission d'action beaucoup différente. Je reviens un instant aux publications. Quels sont, Philippe Vienne, vos prochains numéros, si j'ose dire? Est-ce que vous les préparez avec un certain délai? Est-ce que vous avez déjà fixé un certain nombre de perspectives, de traces pour les numéros futurs? Oui, je laisserai de côté le sujet du bulletin, qui est notre périodique de beaucoup liaison plus, en quelque sorte, oui. Mais pour ce qui concerne les cahiers, nous avions 3 numéros en projet, donc avec le comité de rédaction des cahiers, qui a été nouvellement constitué, qui comprend des professeurs de l'Université libre de Bruxelles. Nous avons un numéro sur l'Algérie, sur lequel nous nous focalisons actuellement, bien sûr, et qui comprendra des contributions de spécialistes, d'apports de différentes organisations de défense des droits de l'homme, de représentants de partis politiques sur le terrain. Donc ce sera un numéro très large qui envisagera sous différents aspects la situation algérienne, sociologique, politique, religieux. Donc on espère couvrir une information la plus objective possible, la plus générale, et déborder finalement de la médiatisation européenne, qui est surtout celle de massacres, ce qui n'apporte pas un éclairage suffisant à la situation algérienne. Le deuxième numéro qui me tient aussi à cœur est un cahier sur l'ambiguïté. Sur l'ambiguïté, oui. alors. C'est-à-dire analyser la société contemporaine à partir de cette idée d'ambiguïté, proposée à différents professeurs de l'université ou autres professeurs, de travailler cette société contemporaine sous différents angles à partir d'un seul concept, qui serait celui d'ambiguïté. Par exemple, M. Ziegler dans le domaine économique, M. Archer pour ce qui est de problèmes philosophiques. Donc différentes personnalités sont prêtées au jeu et normalement nous aboutirons dans ce cahier, mais avec un délai un peu plus grand que celui du cahier sur l'Algérie. Et enfin, le troisième cahier, qui est plutôt celui que Régis essaye de mettre en œuvre, et qui est un cahier sur les relations entre laïcité et religion, entre finalement les défis du XXIe siècle que devront... Vous voulez répondre en quelque sorte à la question: le XXIe siècle sera ou ne sera pas religieux? C'est un peu ça l'interrogation sous-jacente, j'imagine. Tout à fait ça. Je crois que la réalité religieuse actuelle et la réalité des laïcités, puisqu'il y a des laïcités, je crois que toute personne connaissant un tant soit peu le monde laïque sait qu'il y a des grands courants qui le traversent. Eh bien, nous avons décidé de conjuguer les religions, en tout cas les grandes religions monothéistes, de les conjuguer avec le concept de laïcité. Et c'est une idée qui nous est venue essentiellement au départ de notre réflexion sur le phénomène algérien. Quelle était la réalité du concept de laïcité, tel que nous, les Européens, le voyons, sur le terrain algérien, en confrontation avec des cultures bien différentes? C'était cela la question. Donc nous avons décidé de le conjuguer au travers de conférences, mais au travers de publications qui sera une publication de synthèse. Ça, c'était la première partie de la publication. Dans un deuxième temps, nous aborderons également les concepts de maçonnerie, puisque ça fait partie également de nos grandes conjugaisons actuelles, puisque la maçonnerie à l'aube du XXIe siècle, qu'est-ce que ce type de société a encore à apporter à des jeunes, à notre société en général, actuellement à l'aube du XXIe siècle? Nous y avons partiellement répondu, je dirais, au travers de nos premières conférences du premier semestre. C'était relativement intéressant. J'espère qu'il y aura un return au niveau des publications. Oui, donc vous organisez à la fois des conférences pour lesquelles vous invitez des personnalités qui sont capables de répondre à vos diverses questions, et puis, par ailleurs, vous constituez des cahiers qui sont autant de dossiers sur les sujets que vous avez évoqués. Si vous permettez une question, parce que c'est une question pratique et peut-être nos auditeurs, nos téléspectateurs d'aujourd'hui sont intéressés par l'une ou l'autre de ces conférences. Comment fait-on pour y assister à ces conférences et comment peut-on savoir qu'elles sont organisées? C'est très simple. Il est évident que dans un premier temps, la voie de diffusion, les informations, bien, ça se fait sur le campus de l'ULB au travers de l'affichage, qui est le mode d'action le plus rapide pour les étudiants. Mais nous avons, comme Philippe le disait, un bulletin d'information qui est adressé à tout membre du Cercle du Libre Examen. Donc pour obtenir les dates et les sujets de ces conférences, il suffit d'être membre et de le recevoir. Est-ce que vous passez aussi par le biais de grands organes de presse? Je pense notamment aux pages spéciales du soir,
sur les conférences, etc. Le problème avec les pages spéciales du soir, c'est qu'elles nous donnent un délai beaucoup trop long que pour pouvoir avoir un réel impact. Nos informations sur les conférenciers sont en général, nous les obtenons extrêmement dans un temps très court par rapport à la date de la conférence, et c'est pas possible. J'ai envie de vous poser une dernière question parce que nous sommes bientôt au terme de notre émission. Et je pense que c'est peut-être pour vous une question difficile. Mais enfin, je vais me jeter à l'eau. C'est une question qui, je pense, est importante. Vous constituez un cercle estudiantin. Et malgré vos 70 ans d'existence, comme tous les cercles estudiantins, votre cercle a connu des hauts et des bas. Des hauts et des bas qui sont un peu fonction de l'engagement de ceux qui président aux destinées du cercle. Aujourd'hui, il marche bien parce que j'ai devant moi deux personnalités très engagées. À d'autres époques, il a marché beaucoup moins bien. Il s'est fait, disons, beaucoup plus discret. Il n'a jamais cessé d'exister, mais il s'est fait plus discret. Alors ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous, qui avez pour l'instant les destinées du cercle en main, qu'est-ce que vous faites pour assurer la pérennité du cercle dans l'avenir? Eh bien, monsieur le maire, je crois que c'est une question que je me suis posée, je pense que Philippe ne me contredira pas à ce sujet, c'est une question que nous nous sommes posée dès notre entrée en fonction. Puisque garantir la pérennité du combat, c'était le combat, l'idée première que nous avions. Être certain qu'au mois d'avril de l'année suivante, et bien d'autres allaient reprendre le flambeau, eh bien c'était notre première volonté. Alors, c'est très simple. Nous avons décidé de réformer, et c'est au travers de cette réforme, justement, que nous garantissons la pérennité de nos combats. Et que c'est ça, la garantie pour des étudiants, de voir encore le cercle du libre examen exister et combattre. Donc vous parvenez à faire éclore des vocations, les vocations de ceux qui vont vous succéder lorsque vous-même vous quitterez l'université et vous entrerez dans la vie professionnelle. Régis Panizzi, Philippe Vienne, merci beaucoup. Merci de nous avoir présenté, en quelques mots rapides, bien sûr, le cercle du libre examen. Nous ferons, dans la mesure du possible, nous, écho de ce que vous allez organiser dans les semaines et dans les mois à venir. Merci beaucoup pour votre présence à notre antenne aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt. Et voici maintenant quelques informations laïques. L'association « Et si vous preniez un enfant en vacances » vous invite à sa 9e nuit du jazz. Venez écouter Philippe Catherine et de nombreux musiciens professionnels vendredi 17 septembre de 20h à 3h du matin au Théâtre Marny, 23 rue de Verny à Bruxelles. Pour en savoir plus, appelez le 02 537 90 55. Le Centre d'action laïque vous invite à participer à la 2e convention laïque sur le thème « La laïcité au XXIe siècle, quelle société voulons-nous » samedi 27 novembre 1999 à l'université de Mons-Hainaut. Venez prendre part aux ateliers de réflexion et aux débats. Inscription 02 627 68 11.